Il est 8h21. Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Philosophe, essayiste, vous venez de publier La passion de la méchanceté sur un prétendu divin marquis aux éditions Autrement, où il est question, on l'aura compris, de Sade, qui selon vous détestait à la fois le peuple et les femmes. Citoyen engagé, vous vous revendiquez de la gauche antilibérale ou comme un capitaliste libertaire. Vous aurez peut-être l'occasion de nous expliquer. Mais je rebondis d'abord sur le titre de votre livre, La passion de la méchanceté, qui pourrait admirablement s'appliquer au débat public de ces derniers jours. Déballage de rancœur et de vengeance autour du président de la République, déjà accablé d'une impopularité sans précédent. Qu'est-ce que ça dit de notre époque à vos yeux? L'extrême faiblesse d'un président ou l'extrême cruauté du débat public? Les deux, je pense qu'il y a une espèce de civilisation de la transparence qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus rien dire, rien faire qui ne soit filmé, montré, photographié et surtout commenté par des gens qui s'autorisent d'eux-mêmes. Il y a la possibilité aujourd'hui pour n'importe quel méchant, je dirais, de donner son avis et d'être un expert. L'expertise a disparu et on peut aujourd'hui s'autoriser de soi-même en disant « moi je peux très bien juger d'un film que je n'aurais pas vu, juger d'un livre que je n'aurais pas lu, juger d'un plat que je n'aurais pas goûté et ça ne pose aucun problème ». C'est-à-dire c'est le délire narcissique et subjectif de chacun disant après tout il n'y a pas de raison que moi non plus je n'ai pas le droit de m'exprimer ou de dire ce que je pense. Permis et amplifié donc par Internet et les réseaux sociaux. Absolument, puisqu'il s'agit de dire n'importe quelle bêtise et que ça devient une vérité. L'idée que, par exemple, François Hollande aurait dit, en parlant des pauvres, que c'était des sans-dents, on n'a pas l'impression que le discours vienne de quelqu'un en particulier, c'est une vérité. Or, ça vient de quelqu'un qui se venge, qui est jaloux, qui est méchant, dont on connaît le trajet, de Rastignac. Il suffit de lire quelques livres et on sait qui a été cette dame. Ça n'est pas une oie blanche. La libido lui a beaucoup servi dans son trajet, donc il faut arrêter de croire que dès qu'elle dit quelque chose, c'est la vérité révélée. Et je pense que je suis pas hollandiste, ça se sait, mais je pense que François Hollande rigole beaucoup, plaisante, qu'il a probablement dit ça en plaisantant, mais sorti de son contexte, ça devient une vérité qui permet à Marine Le Pen, à Mélenchon et à la droite de dire, regardez, il déteste les pauvres, la preuve, et l'affaire est réglée, ce qui est terrible. En même temps, cette pseudo-vérité révélée suscite l'appétit des internautes, lecteurs, auditeurs, téléspectateurs. Ce raz-de-marée éditorial, 170 000 exemplaires vendus d'après l'éditeur, ça devient un phénomène de société, Michel Onfray. Oui, parce que personne ne vend autant de livres aujourd'hui. C'est-à-dire plus personne ne lit. On le sait bien, quand on publie des livres, on lit de moins en moins, on vend de moins en moins. Et les grands succès de librairie ne sont pas du côté des grands auteurs, mais plutôt du côté des phénomènes médiatiques qui sont organisés à chaque rentrée littéraire. Et là, on organise effectivement cette histoire en disant que c'est un livre. C'est probablement un livre qu'elle n'a pas écrit. On sait même un peu le nom du nègre. La chose circule. Peut-être elle l'a pas lu non plus, ce livre. Mais là, vous contribuez aussi à alimenter des rumeurs que vous dénoncez par ailleurs. Bon, on a Michel donné Onfray. le nom très précis d'un écrivain qui, moi, en même temps, c'est pas gênant de dire qui a démenti. Oui, évidemment, heureusement, ça fait probablement partie du contrat. Chez les nègres, on signe un contrat disant qu'on n'a pas écrit le livre. De nombre de gens qui n'écrivent pas leur livre et sont invités dans des émissions littéraires ou dans vos émissions. Il y a nombre de ministres, de premiers ministres, ou de footballeurs et qui ont du mal à faire une phrase correcte en français et qui d'un seul coup publient leur mémoire sur 300 pages. On sait bien qu'ils ne les ont pas écrits, ces livres. Oui, donc c'est pas un livre. Ce livre n'a peut-être pas été écrit. Enfin, je n'en sais rien, mais en tout cas, les confidences ou les révélations ou les règlements de compte de chambre à coucher, comme disait tout à l'heure Jean-Marc Four, ça vient de l'ancienne compagne conjointe du président de la République, de toute façon, quoi qu'il en soit. Ah oui, non, mais on parlait du livre. Oui. Juste pour dire que ça n'est pas parce que ça a la forme d'un livre que c'est un livre. Ça ne dit rien ça ne dit rien d'autre sur la société, cette affaire. Pourtant, vous ne croyez pas pour autant à la sincérité de François Hollande. Vous le voyez, vous croyez en son cynisme, au cynisme dépeint par Valérie Trierweiler? Alors, je ne sais pas, mais enfin, je pense que pour être président de la République, il faut être cynique. Si vous êtes un gentil, vous n'y parvenez jamais. Tous les gens qui sont un peu gentils et qui ont un peu de morale sont tous restés sur la marche en dessous. Pour y parvenir, il faut tuer père et mère et il faut être d'un cynisme sans égal. Mais par ailleurs, on peut aussi imaginer que Hollande ait quelques convictions. Et puis surtout, pour tous les gens qui le connaissent, c'est un plaisantin apparemment en permanence. Et si vous sortez une plaisanterie de son contexte, ça devient une méchanceté. Je ne crois pas qu'on puisse accabler Hollande sur ce sujet-là. Il fait déjà tellement de bêtises qu'on peut l'accabler sur les bêtises, mais de là à croire qu'il détesterait les pauvres et qu'il ne les appellerait que les sans-dents, ça me paraît terrible et c'est un coup dont on ne se remet pas parce qu'on n'a pas les moyens
de prouver qu'on n'a pas dit. Alors même si elle dit qu'elle dispose des moyens, même si elle enregistre, comme Patrick Buisson, les conversations qu'elle a eues avec François Hollande, les gens n'entendront pas forcément le contexte ou la plaisanterie et feront de ce trait d'humour une espèce de vérité politique. S'il y a un tel renversement des valeurs ou une crise morale, à qui la faute? Vous venez d'évoquer l'Internet et les réseaux sociaux. Est-ce que l'école, l'éducation joue un rôle? Je fais allusion à cette tribune remarquée que vous signez cette semaine dans le magazine Le 1, où vous critiquez les dégâts qu'a, selon vous, causé mai 68 dans l'éducation. Vous demandez un recentrage sur ce que doit être la mission éducative de notre pays. Oui, enfin c'est l'après mai 68 plus que mai 68 à proprement parler. Il y a eu une espèce de grand délire des constructeurs avec mai 68 qui est une bonne chose, entendons-nous bien. Je ne suis pas de ceux qui regrettent mai 68, ça a été l'occasion d'inverser un certain nombre de valeurs et c'était une bonne chose. Je crois simplement que comme 1789 finit par donner 1793, il y a un mai 68 positif qui donne un après mai 68 qui est le grand moment du nihilisme généralisé. Et je pense qu'on peut, surtout quand on est de gauche, faire un droit d'inventaire de ce qui s'est passé ou de ce qui ne s'est pas passé dans les années 70, notamment avec la responsabilité des philosophes. Les René Scherrer, les Foucault, les Deleuze, Vincennes, etc. La disparition des notes, la disparition des copies, la disparition des profs, les élèves pouvant devenir profs, etc., etc. On peut faire une critique de ces choses-là, surtout quand on est quelqu'un de gauche. Moi, je suis fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage. Et l'école m'a permis de m'en sortir, l'école républicaine, parce qu'on apprenait à lire, à écrire, à compter et à penser dans l'école républicaine. Ça n'est plus le cas. C'est-à-dire que le gamin d'aujourd'hui qui est fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage, il ne s'en sortira pas avec l'école comme elle fonctionne, parce que c'est une école qui a décidé qu'il était réactionnaire d'apprendre à lire, à écrire, à compter, etc. Et on nous dit il faut maintenant apprendre à trier ses ordures, il faut apprendre à être un éco-citoyen responsable, il faut apprendre la théorie du genre, il faut apprendre à être programmateur informatique. La théorie du genre, avez-vous dit, Michel Onfray? Oui, je le dis à dessein, parce qu'effectivement, le comité interministériel invite à former les formateurs en prenant en considération la théorie du genre. Donc je veux bien qu'on nous dise que ça n'existe pas. Toujours est-il que moi j'ai lu les textes. Les formateurs à lutter contre la discrimination homme-femme et les stéréotypes sexués. Oui, mais si c'était ça, je soutiendrais absolument et j'applaudirais des deux mains. Mais il est question de la théorie du genre, j'y peux rien. Et je pense que la théorie du genre, qui nous vient des États-Unis, et les gens sont tellement prompts à être anti-américains habituellement que je suis toujours très étonné, qu'on puisse nous dire que la nature n'existe pas et que nous ne serions que des êtres de culture. On est les deux. On est naturellement un homme, naturellement une femme, et puis après on devient un homme et on devient une femme. Donc qu'on agisse sur les stéréotypes et qu'on évite évidemment le machisme et la phallocratie, je suis évidemment pour ça. Mais ça ne se fera pas en considérant que la nature n'existe pas. Donc c'est un débat, et il n'y a pas de débat possible sur ce sujet parce qu'il y a souvent des insultes, et je pense qu'on peut commencer à lire, à écrire, à compter à l'école, et puis on peut aussi arriver un jour à penser, puis un jour on arrive éventuellement à la déconstruction des mythes occidentaux. L'apprentissage, écrivez-vous, exige des vertus perdues, la modestie, la patience, la constance, la persévérance. L'école doit inculquer aussi, transmettre ces valeurs-là, pensez-vous ? Mais il faudrait que ce soit dit, et surtout à gauche. Je pense effectivement qu'il y a eu une espèce d'inversion des valeurs qui a fait que Nietzsche, d'ailleurs, disait, c'était une phrase extrêmement intéressante, qu'il fallait protéger les forts des faibles. Et il y a eu une espèce d'inversion avec mai 68 qui faisait qu'à une époque, les élèves avaient peur des profs, et aujourd'hui, ce sont les profs qui ont peur des élèves. Et il y a simplement une espèce de moment délirant où on n'arrive plus à pouvoir noter, parce que noter, c'est fasciste. Et on sait très bien que de toute façon, si la discrimination ne se fait pas avec le talent, le mérite républicain, ça se fera avec le piston. Tout le monde aura des diplômes, mais pas tout le monde aura un poste. N'auront des postes que les gens qui seront pistonnés par papa et maman. C'est-à-dire que d'une part, on nous dit on refuse la sélection, et d'autre part, en refusant cette sélection qui serait républicaine, eh bien, on permet une sélection qui, elle, est la sélection du piston et des copains et des coquins. Et on augmente les inégalités et on fait de telle sorte que les pauvres et les fils de pauvres resteront pauvres et fils de pauvres. Michel Onfray, invité de France Inter ce matin. On vous retrouve dans quelques minutes avec les questions, interpellations ou commentaires des auditeurs, internautes, pardon, de France Inter. Le hashtag interactif sur les réseaux sociaux et le téléphone 01 45 24 7000. A tout de suite pour la revue de presse.